Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 28 minutes. Ici, la fraîcheur de l'information est garantie, profitez-en. Et l'actualité du jour, c'est le tourisme de masse et ses dégâts. La saison estivale bat son plein dans le monde entier. On se demande comment limiter l'impact des vacanciers sur l'environnement. C'est déjà le cas dans les calanques marseillaises que l'on ne visite désormais que sur réservation. C'est ma femme qui a réservé il y a 3 jours les billets parce qu'on était au courant que maintenant c'était réglementé et que pour préserver la nature, il fallait réguler le flux qui est vraiment très intense l'été et voilà, donc je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, est-il possible de réduire le nombre de touristes? L'économie française pourrait-elle se passer de cette manne? Doit-on freiner notre envie de découvrir le monde pour protéger l'environnement? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui, tels des Jen et des Tarzans, se promènent de liane en liane dans la forêt des chroniques, à savoir Victor Dequiver et Marie Bonisso. Bonsoir à vous. Salut Jean-Mathieu. Alors, au menu ce soir, Victor. Ce soir, Jean-Mathieu, je pousse un cri d'alerte. La fertilité masculine baisse dangereusement. On regarde ce qu'on peut faire pour vous tout à l'heure. Quel cri, en effet. Et vous, Marie? Eh bien moi ce soir je vais vous parler de cinéma américain. On le sait, dans les vieux westerns, les Indiens ont souvent eu le mauvais rôle et Hollywood a décidé cette année de faire son mea culpa. On voit ça en fin d'émission. Mais avant ça, partons chez les Himba. Alors, c'est un peuple autochtone de Namibie qui, dans les années 90, a adopté une jeune voyageuse venant de France. Depuis, Solène Bardet, ethnographe et documentariste, a consacré une grande partie de ses recherches aux Himba. Rien d'étonnant qu'elle leur consacre également son premier roman. Elle est notre invitée. Voilà, vous avez le programme, c'est 28 minutes et c'est tout de suite. Bonsoir, Solène Bardet. Bonsoir. Alors, vous venez de sortir donc votre premier roman, donc je disais Les Veilleuses, c'est publié chez Robert Laffont. Je vous présentais bien l'équipe de 28 minutes. Anna Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir Benjamin Sportouche. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors, juste pour commencer, Solène Bardet, je parlais des Himba qui vous ont adopté, c'est ça, dans les années 90. Qui sont-ils, d'ailleurs, ces Himba? Alors les Himba sont des semi-nomades qui vivent à la frontière Namibie-Angola. D'accord. Voilà, en Afrique australe. On les appelle fréquemment le peuple rouge parce que, comme vous pouvez le voir à l'image, les femmes s'enduisent le corps d'un mélange d'ocre et de graisse. D'accord. Pourquoi? Alors, parce qu'on dit que les vaches les plus résistantes, donc les plus belles chez les Himba, sont les vaches rousses. Et donc, c'est pour être aussi belles et aussi fortes que les vaches. D'accord. C'est pour ça que vous êtes en rouge ce soir aussi? Mais, tout à fait. C'est ça. Très bien. Eh bien, on va faire connaissance avec vous avant de parler de votre livre, Solène Bardet. C'est votre portrait, votre règle de 3, et elle est signée Olivier Boucreux. Aventure, Himba et culture, c'est la règle de 3 de Solène Bardet. Je m'appelle Solène Bardet, je suis française et ça ne se voit pas, mais aussi Himba. Née à Fontenay-aux-Roses il y a 47 ans d'une mère pharmacienne et d'un père avocat d'affaires, la petite Solène grandit en rêvant d'aventure. Après avoir vu le livre de la jungle, elle s'imagine une vie à la Mowgli. Je suis tombée amoureuse en fait de la vie de ce petit homme. Avant de se passionner pour Laurence d'Arabie. Pour acquérir plus de résistance, elle se fixe des défis, ne prendre que des douches froides et jeûner pendant plusieurs jours. À 18 ans, en quête de liberté, Solène Bardet prend un aller simple pour l'Afrique, dans les pas de ses héros, Karen Blixen ou René Caillé, explorateur parti à 16 ans pour Tombouctou. Pour elle, ce sera la Namibie, à la recherche des Bushmen du film Les dieux sont tombés sur la tête, mais le hasard l'emmène ailleurs. Au nord-ouest du pays, un espace semi-désertique, c'est le territoire des Himba. Solène Bardet y a vécu plusieurs années, adoptée par la tribu, une histoire qu'elle raconte dans Pieds nus sur la Terre Rouge. Elle prépare l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue avec une Muriel Robin émue aux larmes par sa rencontre avec les Himba. Puis elle réalise, pour donner la parole aux membres de la tribu, le film Les Himba font leur cinéma. Chacun a dit ce qu'il voulait qu'il soit dans le film, dont le film parle, et le rôle qu'il voulait jouer. Voilà. Après un album illustré avec le dessinateur Simon Hureau, elle vient de publier son premier roman, Les Veilleuses, dans lequel le personnage principal se partage comme elle entre deux cultures. Solène Bardet, la française, a besoin de cinéma, de littérature, de culture au sens large. À 30 ans, malgré un DEA de géographie, elle abandonne l'idée de devenir chercheuse et fonde sa propre compagnie de théâtre. Pendant 7 ans, elle met en scène les histoires que lui racontent des migrants, des anciens détenus ou des jeunes de banlieue. Elle vit aujourd'hui en France, mais retourne régulièrement chez les Himba, en famille. Elle a fondé avec sa mère adoptive une association pour valoriser leur culture et a même été désignée porte-parole de la tribu dans le monde. Voilà, Solène Bardet, votre premier roman, donc Les Veilleuses, je le disais. Alors, ce qui est assez étonnant, je le disais tout à l'heure, vous avez été adopté par les Himba. Vous êtes parti en Namibie, c'était il y a 30 ans. Comment s'est passée cette adoption ?
Très facilement, en fait. Parce que à l'époque, donc, je suis arrivée là-bas en 93, donc juste au moment où la région des Himba commençait à s'ouvrir. En fait, avant, il fallait un permis spécial pour entrer chez les Himba. Et par exemple, le bétail Himba n'avait pas le droit de quitter la région. C'était le statut des Bantoustans, la Namibie, qui était alors le sud-ouest africain, était sous protectorat sud-africain. Voilà, et donc, on ne pouvait pas y aller comme ça. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, j'ai découvert il y avait des vieux de 90 ans qui avaient voyagé en Angola, Botswana, qui parlaient plusieurs langues. Mais il y avait des gamins de 10 ans qui n'avaient jamais vu de blanc. Et tout ça pour dire que quand je suis arrivée, d'abord, j'étais la première blanche à vivre avec eux depuis des décennies. Ça, je l'ai appris plus tard, mais ça a joué. Je serais arrivée peut-être 2 ans après. Je pense que je n'aurais pas été reçue de la même manière. Et puis, j'étais toute seule. J'avais mes grosses joues de gamine. Pour eux, j'étais une gamine, quoi. Ouais. J'avais pas de parents, pas de bétail, pas de petite amie. Donc, il fallait qu'ils s'occupent de moi. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Et heureusement, parce qu'il y avait quand même une bonne dose d'inconscience et ils ne se seraient pas occupés de moi. Je ne sais pas ce qui serait arrivé de moi. Voilà. Mais inconscience et justement hasard total, parce que vous débarquez là, vous ne les connaissez pas. Racontez-nous comment vous arrivez là. C'est assez inédit, incroyable même. En fait, quand je suis arrivée chez les Himba, je ne savais même pas qu'ils étaient éleveurs. Je ne savais pas dire un seul mot de leur langue. Oui. Je ne savais rien de rien. Et comment vous avez appris leur langue, justement ? Ça a été long et compliqué. Au début, les Himba m'apprenaient 10 mots par jour, par exemple. Veau, vache, voilà. Bon, ça, c'était facile. Mais j'arrivais pas, pendant des années, je n'ai pas réussi à construire des phrases. Et c'est au bout de 15 ans que je suis tombée sur une grammaire... faite par les Peace Corps, les Américains, pour les volontaires qui venaient travailler en Namibie chez les Herero, parce que les Himba sont un sous-groupe des Herero, que là, j'ai compris comment la langue se construisait. En fait, il y a des déclinaisons. Et en français, il y a 2 genres, masculin, féminin. Chez les Himba, il y en a 16, et tous déclinent. Voilà. Donc, en fait, c'est assez compliqué. Mais maintenant, j'ai compris, et là, à partir de ce moment-là, j'ai fait des gros progrès. Alors, vous, justement, vous avez fait ce voyage dans les années 90, mais on va le voir avec vous, Anna, les femmes sont de plus en plus nombreuses à voyager sans hommes. Exactement, de plus en plus d'offres leur permettent de voyager seules ou entre copines. Des agences de voyage se sont d'ailleurs spécialisées sur ce créneau. L'agence qui s'appelle Copines de voyage vous permet de créer votre voyage en fonction de vos envies et de partir avec d'autres femmes qui ne se connaissent pas avant le départ et qui pourraient devenir, qui sait, de futures copines. La page d'entraide Girls Love Travel, qui est sur Facebook également avec son 1 million d'abonnés, tente d'apporter des conseils pratiques et précieux à toutes les exploratrices du monde en herbe. Et parmi les interrogations qui reviennent relativement régulièrement, il y a celle bien sûr sur la peur de la solitude quand on voyage seul et de la sécurité évidemment. Alors pour atténuer le sentiment de danger, une agence, La Voyageuse, permet, moyennant l'achat d'un pass annuel, d'être mise en contact avec d'autres femmes de confiance prêtes à vous héberger. Solène Bardet, vous avez voyagé seule il y a 30 ans. Premièrement, vous n'aviez pas peur. Et deuxièmement, que pensez-vous de ces femmes qui ont recours à ce type d'agence aujourd'hui ? Alors moi, je sais que j'ai beaucoup souffert quand même, notamment au cours de l'adolescence, d'un manque de modèles féminins. Et j'ai vraiment cherché, mais je n'ai pas trouvé. Voilà. Donc à mon époque, c'était encore un terrain relativement vierge. Il y a eu Karen Blixen, Isabelle Eberhardt, mais j'arrivais quand même pas à m'identifier totalement. Par contre, la solitude, moi, ça n'a jamais été un problème. Pour moi, il fallait voyager seul ou pas. Et la peur, est-ce que vous avez eu peur ? Non, à 18 ans, j'avais peur de rien. Non. Mais parce que quand on est seul aussi, c'est ça qui permet de percevoir, de ressentir les choses, d'être centré sur soi. Et du coup, on sent le danger, on sent les choses. Et puis, il n'y a rien qui vienne nous distraire de l'écoute, en fait. Donc, on sait ce qu'on doit faire. Dès qu'on est deux, il y a quelque chose qui vient interagir. Et du coup, je trouve qu'on n'a plus le même ressenti et le même centrage. Alors, ce voyage, donc, vous l'avez fait il y a 30 ans, mais alors dans votre premier roman, en fait, c'est un petit peu votre voyage inversé, en fait, puisque l'héroïne est une jeune Himba, en fait, et qui va se retrouver, elle, dans un appartement parisien. Alors bon, l'héroïne n'est pas mon double inversé, comme on a souvent dit, mais c'est vrai qu'elle a vraiment été nourrie de mes tiraillements entre les deux mondes. Après, je me suis aussi nourrie, j'ai fait venir, par exemple, un Himba une fois à Paris, qui m'a raconté toute sa perception, sa difficulté à vivre, en fait. Voilà, je me suis aussi nourrie de ce que les Himba m'ont raconté pendant des années, quoi. Oui, c'est ça. Benjamin.
Et alors, il y a une rencontre aussi avec la modernité de ce peuple Himba que vous-même, vous leur apportez, c'est-à-dire avec ces écoles, avec ces hôpitaux. Comment on concilie justement cet apport de l'Occident qui peut leur être favorable et le respect de ces traditions que vous voulez soutenir? Alors pour moi, l'important, c'est que ce soit les Himba qui décident. Voilà. Ils vont faire leur chemin, l'important, c'est que ce soit le leur, même si ils font peut-être des erreurs ou pas. Après, il y a des questions qui sont complexes. La question de l'école, par exemple, pendant plusieurs années, on a soutenu plusieurs des écoles là-bas. Bon, on est en train d'arrêter parce que ça me pose un problème éthique, parce que l'école, ok, ça leur permet d'apprendre à lire, écrire et d'avoir plus de moyens dans le monde d'aujourd'hui, mais ça les coupe aussi des traditions. Donc ça rompt la chaîne de transmission. Ça crée aussi beaucoup de frustration parce qu'ils arrivent au bac que peu d'entre eux arrivent à avoir parce que les écoles sont quand même pas de très bon niveau. Mais de toute manière, il n'y a pas de boulot. Et ils sont plus capables d'être éleveurs. Donc ça donne en fait des jeunes avec, beaucoup plus fragiles qui ne savent plus quoi faire de leur vie. Et est-ce que c'est bon ou pas? Voilà, c'est une vraie question. Quoi. Alors en 2012, vous avez réalisé un film, ou plutôt c'est les Himba qui l'ont réalisé, c'est ça, vous l'expliquiez tout à l'heure dans votre portrait. Comment finalement un peuple qui ne connaît pas le cinéma peut-il réaliser un film? Alors c'était à une époque où il y avait énormément d'équipes de tournage dans la région, parfois il y en avait 15 en même temps de tous les pays, toutes les chaînes du monde ont fait leur sujet sur les Himba. Et moi, suite à Rendez-vous en terre inconnue, en fait tous les ans je regroupais tous les documentaires que j'avais pu trouver et je les leur projetais. Et alors la première année, c'est là que j'ai découvert que certains avaient déjà joué parfois dans 10, 15 documentaires, mais aucun d'entre eux n'avait jamais vu la moindre séquence montée. Ah oui. Et donc ils me disaient, bah oui, avant on croyait que ces gens-là, ils jouaient, ils venaient pour jouer, ils s'amusaient quoi. Et donc soudain ils ont découvert ce que ça voulait dire faire un film, que ça racontait un propos, qu'il y avait une histoire, et puis aussi la puissance en fait, le pouvoir que ça donnait. Et donc, ils ont eu envie de faire leur propre film, aussi pour rectifier beaucoup d'erreurs qui avaient été dites dans plein de films, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de réalisateurs, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent d'autres films, et puis ils écrivent la trame de leur reportage comme ça, et donc on découvre les mêmes erreurs, en fait, qui se répètent de film en film. Et vous y êtes allé aussi avec votre fille, qui est toute jeune. Est-ce qu'elle a été aussi adoptée par les Himba, alors Ah oui, évidemment. Eh oui. En fait, il y avait un problème, c'est que le père de ma fille est français et que nous n'étions pas mariés chez les Himba. Et quand une femme non mariée a un enfant, chez les Himba, en fait, l'enfant appartient au père de la mère, qu'elle va appeler papa. Voilà. En fait, le géniteur ne peut avoir le statut de père que par le mariage. Voilà. Et donc, du coup, il a fallu faire, ça a été des réunions, parce qu'on n'avait pas le temps d'organiser un mariage qui allait durer au moins un mois, etc. Comment faire en sorte que le géniteur récupère un statut de père et l'autorité sur sa fille et puisse repartir avec. Voilà. Ce que j'adore avec les Himba, c'est qu'il y a la tradition, les choses avec lesquelles on ne tergiverse pas, le lien aux ancêtres, on respecte leurs lois, mais en même temps, ils trouvent toujours un moyen pour que ce soit quand même doux et vivable dans le réel. Voilà. Donc ils ont trouvé des solutions, parce que, évidemment, on allait repartir avec. Bien sûr, oui, c'est ça. En tout cas, cette culture et ce peuple est à découvrir grâce aussi à votre roman Les Veilleuses. C'est publié chez Robert Laffont. Merci beaucoup, Solène Bardet, d'être passée par 28 minutes ce soir. On va passer maintenant à notre débat. Quel rapport entre le Machu Picchu, Venise et Amsterdam? Eh bien, ces destinations touristiques s'efforcent de contrer les effets néfastes du tourisme de masse. Écosystème blessé, infrastructures publiques abîmées, mais vrai bénéfice pour les économies locales. Le tourisme de masse représente un concentré des contradictions de notre époque. Alors, est-il possible de le freiner? Peut-on se le permettre économiquement? Y a-t-il un risque de tension entre les habitants envahis et les touristes avides de découvertes? Nous en débattrons juste après la mise au point d'Amira Swilem. QR code obligatoire. Depuis cet été, la calanque de Sugiton au sud de Marseille n'est accessible qu'avec réservation sur Internet. Le nombre de visiteurs journaliers est désormais limité à 400, 6 fois moins que les grands jours d'affluence de l'été précédent. Cette jeune femme savoure. Les dernières fois où je suis venue, c'était vraiment, on avait du mal à trouver de la place sur la plage et tout ça, dans les rochers, etc. Et là, vraiment, il n'y a personne.
Voilà à quoi ressemblait le site il y a un an. C'est compliqué, hein? Pour réduire l'attrait des calanques, le responsable du site est même allé jusqu'à faire ce qu'on appelle du démarketing, c'est-à-dire dissuader les touristes de venir en publiant des images de plages bondées. On préfère prévenir en publiant des photos et des textes qui soient explicatifs de ce que va trouver le visiteur, plutôt qu'ils viennent et ils se disent « Ah mais finalement les calanques c'est Disneyland ». Partout en France, d'autres hauts lieux du tourisme ont décidé de freiner les ardeurs des voyageurs. C'est le cas de l'île de Porquerolles et du parc du Mercantour. Au-delà de nos frontières aussi, ce phénomène qu'on nomme le surtourisme inquiète. Du Machu Picchu au Pérou, en passant par le site aborigène d'Uluru en Australie, mais aussi dans des villes comme Amsterdam aux Pays-Bas ou Venise en Italie, l'exaspération est mondiale. Malheureusement, ça va aller en empirant. Les touristes finissent par trouver que les endroits qu'ils visitent sont trop bondés et que ça altère leur âme. Ils ont l'impression que les lieux perdent leur authenticité. Et les locaux, eux, sont excédés par les désagréments liés à cette affluence. Face à l'afflux de touristes, doit-on limiter l'accès aux sites les plus fréquentés? Et sur quels critères? La France peut-elle se permettre de refuser des visiteurs? Voilà, et pour en parler, ce soir, nous recevons Philippe Duhamel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de géographie à l'Université d'Angers. Vous êtes aussi directeur du groupement d'intérêt scientifique études touristiques. Et selon vous, la problématique n'est pas tant celle du nombre que du ratio de touristes par habitant. Il faut donc, dites-vous, penser à réguler plutôt qu'à limiter la fréquentation touristique. À vos côtés, Virginie Gendreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultante pour le cabinet ProTourisme. Selon vous, il faut limiter l'accès au patrimoine naturel français à l'aide de jauges ou de péages pour le préserver et continuer ainsi à attirer des touristes. Et puis Gilles Kern, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste à l'Université de Poitiers. Vos travaux portent sur l'économie sociale et solidaire et sur l'économie du tourisme. Et selon vous, la problématique du surtourisme concerne davantage les villes car il est beaucoup plus difficile d'en limiter l'accès. Contrairement aux sites naturels, elles ne disposent pas de goulot d'étranglement. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Benjamin, et votre chiffre du jour. 225% sur les 5 premiers mois de cette année 2022. Eh bien, les arrivées de touristes dans un pays étranger ont augmenté de 225% par rapport à la même période de 2021. Mais bien évidemment, il faut rappeler que 2021 a été marqué par le Covid, d'où ce chiffre, bien sûr, très impressionnant. Mais tout de même, ce n'est pas rien, 250 millions d'arrivées internationales contre 77 millions l'année précédente. Virginie Gendreau, j'ai envie de vous dire que le monde d'après ressemble furieusement à celui d'avant quand même. Oui, c'est vrai, on va retrouver les standards des saisons 2019-2018 avec un bon mois de juillet, avec le retour de la clientèle étrangère et de nouveau des Français qui partent en vacances à l'étranger. On considère qu'il y a un quart des vacanciers cet été français qui sont partis en vacances à l'étranger. Alors, Gilles Kern, si on prend l'exemple juste de la France, le tourisme a un poids énorme au niveau économique, c'est 9,5% des emplois. Est-ce que c'est possible de continuer ainsi sur la France? Est-ce que c'est possible de bénéficier toujours de cette manne, on va dire, financière sans surcharger la barque? De toute façon, on n'est qu'au début de la croissance. Parce que vous avez parlé de plus de 125%, mais si vous reprenez la courbe de l'OMT depuis 1950... Qu'est-ce que c'est que l'OMT ? L'Organisation mondiale du tourisme. En réalité, on est au début de la courbe exponentielle, c'est-à-dire que quand vous regardez la croissance du tourisme international, enfin de la mobilité touristique transfrontalière, on n'est pas sûr qu'elle soit touristique toujours, eh bien, on était juste avant le Covid sur une courbe qui devenait exponentielle, c'est-à-dire que globalement, on n'est qu'au début de la croissance. C'est-à-dire que ce que l'on pose, la problématique qu'on pose aujourd'hui, ça pose la question de la prospective, c'est-à-dire comment on fait dans un monde qui devient touristique pleinement, il y a une véritable mondialisation du tourisme, et comment on va faire pour accueillir de plus en plus de gens dans tous les lieux du monde. Et ça, c'est une vraie problématique qui va se proposer aux professionnels, aux élus, aux citoyens, parce que comment on va cohabiter ensemble dans ces lieux touristiques? Parce que finalement, si demain vous avez un taux de départ en Chine, à l'étranger, qui est l'équivalent des Allemands, c'est à peu près 60%, 60% d'un milliard, vous voyez ce que ça fait? On n'est pas à nos 120 millions d'aujourd'hui. Et le continent africain n'a pas encore beaucoup bougé du point de vue international, hors de l'Afrique elle-même. Donc pour moi, on est vraiment au début de cette problématique-là. Donc il faut vraiment s'en saisir et vous faites bien de faire cette émission. C'est tant mieux. parce que les conséquences sont quand même énormes sur le quotidien, sur les services publics, sur les systèmes publics. Je prends par exemple l'exemple de l'épuration de l'eau, des hôpitaux aussi qui doivent accueillir ces touristes si jamais ils ont un problème. Est-ce que, on est adapté à cet afflux actuel et celui à venir ?
Alors, clairement, il y a des territoires qui ont investi, qui se sont emparés du sujet. On le voit, hein, c'est de plus en plus fréquent. Vous avez cité Porquerolles, les falaises d'Étretat. Donc oui, les acteurs publics se mobilisent pour mieux accueillir. Et surtout, c'est ce qui va faire le tourisme de demain. En fait, on parle beaucoup d'expérience client. Si jamais un client vient sur un territoire et qu'il n'est pas satisfait, on voit des images passer à l'antenne, forcément, il ne reviendra pas. Donc oui, il y a une nécessité de vraiment d'investir en équipement, en services de qualité. Je pense qu'il y a encore une marge de progrès dans certains territoires, même par rapport à d'autres destinations étrangères. Si on prend les États-Unis, on prend la Thaïlande, on voit bien qu'il y a l'accueil est beaucoup, on va dire, beaucoup plus qualitatif que certaines destinations françaises. On a encore, je pense, du progrès. On a des progrès, Gilles Kern, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Et c'est donc le thème de notre émission. Est-ce qu'il ne faut pas limiter cette fréquentation? Par exemple, est-ce qu'il ne faut pas dire aux gens, eh bien, vous allez avoir un quota de CO2, vous allez avoir tant de vols en avion possible pour une année pour limiter ce tourisme qui risque de nous dépasser? Alors en gros, il y a deux systèmes. Soit on peut réguler par les prix, soit on peut réguler en effet par les quotas de quantité, quoi. Donc par les prix des systèmes de péage, c'est ce qu'on envisage par exemple Venise pour les piétons. C'est-à-dire que normalement c'est en janvier 2023 que le système se mettra en place. Selon l'affluence, ce sera entre 3 et 10 euros par personne à l'entrée de Venise, dès l'âge de 6 ans. Donc une famille de 4 personnes, vous faites le calcul, ça peut faire 40 euros très rapidement juste pour rentrer dans la ville. Et c'est très facile à Venise puisqu'il y a un pont d'accès ou alors c'est le Vaporetto, donc c'est très contrôlable. Et en fait, ce sera un système qui sera très proche du pass sanitaire, c'est-à-dire ce sera un QR code avec un contrôle par téléphone, très très simple, quoi. Donc c'est un projet que la municipalité souhaitait mettre en place en 2019 et arrivé le Covid, ça a été repoussé. Ils devaient le mettre en place en mai 2022. Une semaine avant, ils ont décidé de le repousser, je dirais pour des questions techniques, parce que le système n'était pas au point tel qu'il était envisagé. Mais c'est une première, enfin à ma connaissance, c'est une première qu'une ville choisisse de mettre un péage à l'entrée. Et ça pose un problème d'accès à la ville. Et on va voir que ce n'est pas récent du tout cette question concernant cette ville, puisque c'est notre archive justement du jour qui va nous ramener en 1960. Et à l'époque, on s'inquiète déjà des ravages, des voyages de masse sur cette ville, devenue au fil du temps le symbole de l'invasion touristique, Venise. Où est-elle aujourd'hui, cette Venise secrète et romantique des esthètes d'avant 14 et même d'un peu plus tard? Aujourd'hui, l'été y ramène des foules, des peuples, des cohues. Touristes de tout gabarit, de tout poil, de toute langue, avec leur débraillé bon enfant, leur désir de s'instruire et leur besoin de voir ce qui doit être vu à Venise. On aimerait mieux une Venise débarrassée des pique-niqueurs et des pieds fatigués, mais il y a toujours une petite place solitaire autour d'une église oubliée, un rio vide. Même dans cette ville à touristes, Venise est toujours dans Venise. Voilà, Virginie Gendreau, on le voit, ça c'était en 1960. Nous sommes en 2022, vous venez de le dire, il y a peut-être un péage piéton qui devrait arriver en janvier 2023. C'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on en parle de ce péage. Donc ça veut dire qu'il y a quand même toujours cette hésitation à le mettre en place et à réguler le nombre de touristes parce qu'on sait qu'il y aura moins d'argent derrière. Oui, sauf qu'en 1963, on n'était pas encore dans la mondialisation du tourisme qu'on connaît aujourd'hui. Et si on parle de tourisme qui soit accepté et qui soit bien vécu par les habitants eux-mêmes, c'est vraiment primordial de devoir quand même réguler, limiter et mieux organiser pour mieux accueillir. En 1960, même si on en parlait déjà, on va dire qu'en ce moment, 2022, encore plus après ces années de Covid, où il y a un retour massif de la clientèle étrangère en France, c'est plus que jamais nécessaire de prendre des mesures concrètes. Mais Philippe Duhamel, ça a vos faveurs, ce système-là, par exemple, parce que vous dites, vous, plutôt, pas limiter, mais réguler. Est-ce que ce genre de régulation, qui reste quand même une discrimination par l'argent, tout de même, puisque ça coûtera d'entrer à Venise? Alors, je pense que la régulation par l'argent, c'est un système auquel je n'adhère pas, parce que je pense que c'est une ville, est ouverte à tous. Je pense que, enfin là, je ne suis pas en charge de Venise, loin de là, mais je pense que la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est la problématique de beaucoup de gens à un moment donné de l'année, sur des périodes extrêmement identifiées, très précises. Que sur certains cas, pour certains jours, on considère qu'on introduise quelque chose de l'ordre monétaire, pourquoi pas, mais globalement, la ville, c'est un espace de liberté. Et là, pour Venise, pour l'avoir fréquenté, vous avez quand même aussi une forme
management du flux. Alors on en parlait des Américains tout à l'heure, les Américains sont très bons dans la gestion des grands flux. Donc qu'on s'inspire de la gestion des grands flux à l'américaine. Parce que dans les parcs nationaux. Dans les parcs nationaux, vous achetez votre visa d'entrée 1 an ou 2 ans avant, vous voulez visiter le Capitole, par exemple, à Washington. C'est gratuit, mais vous devez vous inscrire. Donc il faut des pré-réservations pour tout maintenant, en fait. Je pense que si on est tout le monde a accès, tout le monde doit visiter, tout le monde doit profiter du lieu, et ce qui est ma conviction profonde. Pourquoi d'un seul coup mettre de l'argent? On doit permettre aux gens de dire, OK, il y a une évolution du monde, donc nous, touristes, nous devons nous adapter. Et là, les lieux s'adaptent, les acteurs publics s'adaptent, les opérateurs privés s'adaptent, et les touristes vont s'adapter. Et ce que l'on sait, et j'ai lu un certain nombre de choses, les gens sont plutôt contents. Parce qu'ils savent que, bon, OK, alors tel jour c'est libre, j'y vais, etc. Et ils savent qu'ils ne vont pas faire la queue. Renoncer à l'improvisation, par exemple? Non, l'improvisation, il y a une part du monde où vous pouvez faire de l'improvisation, il n'y a personne. Allez dans les Deux-Sèvres, vous êtes assez tranquille. Dans le sud des Deux-Sèvres, je connais bien, vous pouvez improviser. Il y a des lieux pleins d'improvisation possibles. Mais il y a des lieux qui sont des lieux du monde. Vous allez en Chine, ils veulent aller à Venise. Vous allez en Amérique latine, ils veulent aller à Venise. Tout le monde veut aller à Paris. Vous dites français, vous dites Paris. Tout le monde, il y a des lieux du monde. Donc soit nous disons, il y a des lieux du monde et c'est pour tout le monde. Comment on fait pour réguler dans la ville, etc. Soit il y a des lieux qui sont réservés, mais à ce moment-là, on sait qui va en bénéficier. Et voilà, ce sont les catégories les plus favorisées économiquement. Et Virginie Gendreau, il y a en effet les réservations, et puis il y a aussi certains lieux très touristiques, alors, comme le Machu Picchu par exemple, ou l'île de Pâques, qui eux ont carrément limité la durée sur place. Est-ce que ça aussi c'est une piste? Par exemple, c'est 4 heures pour le Machu Picchu. Oui, ça peut être une solution. Dans les mesures aussi qu'on a imaginées, on parlait beaucoup d'accès, on parle des villes, etc. Mais quand on parle des sites plus naturels, là, je suis d'accord, c'est plus compliqué d'organiser, de réguler et de limiter, que ce soit sur la durée, que ce soit par les prix. On peut aussi limiter on parle des marketing aussi, d'inciter les gens à aller sur des sites secondaires. Donc on va beaucoup parler aussi de sensibilisation, de communication, de promotion. En fait, on va vraiment parler d'expérience client et de promesses positives. Il faut vraiment que le visiteur vive une expérience qui soit la plus positive possible. Et ça peut passer par, en effet, de la sensibilisation, de la communication, des itinéraires bis à engager. On a vu avec Waze, on peut aussi favoriser aussi des itinéraires bis ou même carrément de conseiller d'autres sites secondaires qui présentent un même intérêt touristique et patrimonial. Concrètement, qu'est-ce que cette entreprise propose? En fait, Waze, c'est quoi? Ils font quoi? Ouais, ils vont proposer, en fait, alors c'est en accord avec les acteurs publics qui gèrent le tourisme local. Waze, c'est qui nous dirige sur les routes. C'est une application en fait, qui facilite les déplacements. Qui nous facilite les déplacements. Et bien là, en fait, ça a été testé dans le sud de la France et ça a bien fonctionné. C'est qu'en temps réel, on va avoir une indication, par exemple, sur des bouchons ou des sites qui sont obstrués ou des plages, grâce à des images satellites, on va savoir qu'à un instant T, les plages sont bondées et que ça ne va pas forcément être une expérience positive. Alors, on va conseiller d'autres sites touristiques, d'autres plages qui présentent le même intérêt patrimonial, le même intérêt historique ou culturel, mais on va les diriger, on va les faire même passer par des itinéraires secondaires. Des bifurcations. Donc, ils ne font pas de bouchons, ils ne sont pas dans les bouchons et ils vont découvrir des sites secondaires avec un intérêt touristique intéressant. Alors, on voit que le tourisme de masse, ça peut provoquer aussi quelques problématiques, on va dire, de plage, notamment avec vous. On va voir ça avec vous, Anna, puisque là, c'est une plage thaïlandaise vraiment célébrissime qui a été victime de son succès. Oui, rappelez-vous le triangle amoureux entre Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen et Guillaume Canet, quasi seul au monde sur la magnifique plage de Maya Bay en Thaïlande. C'était le film La plage qui est sorti en 2000 et qui a marqué toute une génération. Mais depuis, des foules de touristes venus du monde entier ont voulu se photographier, perche à selfie à la main, dans ce lieu mythique. Et le revers de la médaille, c'est que la présence de 5000 personnes par jour a provoqué en quelques années la disparition du corail. Résultat, le gouverneur de l'autorité du tourisme n'a pas eu d'autre choix que de fermer la plage pendant 3 longues années. Une forme de confinement salvateur pour la biodiversité. Alors depuis, le corail et les requins se sont réinstallés dans la baie, l'eau est redevenue limpide et dans ces conditions, la plage a finalement rouvert en janvier 2022, mais avec de sérieuses restrictions tout de même, interdiction de se baigner et pas plus de 375 personnes en même temps sur la plage. Bon, elle est de nouveau fermée depuis le 1er août pour 2 mois. En raison de la mousson, mais aussi pour permettre à l'écosystème de se régénérer. Est-ce que c'est ça finalement la solution, Gilles Kerr, de fermer, ouvrir sur des périodes plus ou moins longues pour ce type de site très touristique ?
Oui, c'est une régulation à la fois saisonnière, en fonction des affluences touristiques, en fonction des atteintes à l'environnement, ce qu'on appelle la capacité de charge du lieu. Le problème, c'est de déterminer cette capacité de charge parce qu'elle n'est pas qu'environnementale, c'est aussi une capacité de charge sociale, ce qu'accepte ou pas la population. C'est-à-dire que si on ferme la plage, on la ferme aussi à la population. Donc ça pose aussi un problème à ce niveau-là. Oui, ce n'est pas qu'une fermeture pour les touristes. Donc il faut réfléchir aussi justement à ne pas fermer à tout le monde de la même manière, mais à envisager, c'est par exemple le cas à Venise, c'est-à-dire que par exemple, sont exonérés de péage les personnes qui habitent la région, les personnes qui ont de la famille à Venise, les personnes qui viennent pour des soins hospitaliers, pour les étudiants, etc. Il y a une trentaine de cas d'exonération. Parce que justement, on ne veut pas que tout le monde soit dans le même panier, tout le monde soit traité de la même manière. Mais alors, Philippe Duhamel, c'est vrai qu'on a vu ce cas avec donc la plage, le film donc, de Danny Boyle, donc ça, là c'était en Thaïlande. Actuellement, il y a un vrai souci à Étretat, à cause de la série Lupin, le succès de cette série. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, ces séries provoquent aussi un nouveau tourisme, véritablement. On va aller sur les lieux du tournage. Le ciné-tourisme, comme c'est appelé, il y a beaucoup de bureaux des tournages dans les régions qui se sont développés parce que c'est en effet un appel, c'est de la construction d'images, de renommées, etc. Je vous rappelle, Le Bonheur est dans le pré 1995, dans le Gers, commence à transformer totalement cette région. Pourquoi les Chinois vont voir de la lavande en Provence? Parce qu'il y a une série chinoise en Chine où il y avait un truc amoureux, romantique, européen, français, avec de la lavande, donc l'association s'est faite immédiatement. Donc le film, la série, Game of Thrones, Dubrovnik... Emily de Paris. Voilà, Amélie Poulain, voilà. Ça provoque un tourisme de masse aussi. Alors ça provoque du tourisme de masse, mais en même temps, là aussi, c'est... Alors là, je prendrais l'autre versant par rapport à ce que disait Gilles Kers sur les habitants. C'est aussi les habitants qui vont chercher des touristes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de territoires qui veulent plus. La problématique du surtourisme, elle concerne quelques lieux. L'essentiel des lieux, il y avait dans le Courrier des Mers, la dernière publication, je crois, la personne en charge du tourisme dans cette association qui disait « Mais moi, je veux bien accueillir un petit peu dans ma région des touristes où il y en a un peu trop. » C'est-à-dire que la problématique du tourisme, c'est que c'est forcément concentré, dense, que les gens vont tous au même endroit parce que les lieux qui ont été créés socialement par le tourisme, c'est le bord de mer, c'est la montagne, c'est les campagnes exceptionnelles et c'est les villes, de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de tourisme et que le monde devient touristique. Et donc, à partir de là, les gens vont tous au même endroit parce qu'on a tous envie de voir les mêmes lieux qui comptent dans notre histoire personnelle et dans notre histoire collective. Mais pardon, mais Virginie Gendreau, en même temps, il ne tient qu'à nous à faire la publicité d'autres endroits. Quand je lis que 90% du territoire français est déserté par le tourisme, et on dit, et vous serez la première à le dire, qu'il y a des endroits certainement magnifiques dans ces 90%, il ne tient qu'au pouvoir public à faire la publicité et la promotion en France et à l'étranger de ces lieux potentiellement touristiques, non? Oui, je pense que c'est déjà le cas. Après, on parle beaucoup de ces pics de fréquentation l'été, mais c'est aussi un phénomène qui n'est pas que l'été. Et là où c'est difficile pour les acteurs publics, c'est de pouvoir gérer ces flux dans des moments où en fait on ne peut pas les prévoir. On voit bien, il y a un phénomène météo et de plus en plus depuis le Covid où on va avoir des pics de fréquentation même en dehors de juillet-août, sur le week-end de l'Ascension, sur par exemple des destinations très surf où on annonce des vagues, etc. Tout d'un coup, on va se retrouver avec un afflux de personnes qu'on n'avait pas du tout prévu. Donc oui, en effet, il y a d'autres sites secondaires et il faut en plus pouvoir les anticiper, ce qui n'est pas toujours possible. Sans parler, Gilles Kers, aussi du phénomène Instagram aujourd'hui, véritablement. On le voit que des endroits parfois inconnus sont pris en photo, ont énormément de likes, et là, ça amène aussi un autre tourisme. Oui, mais c'est assez momentané. Ça va durer 1 mois, 2 mois, peut-être 6 mois, et ensuite ça s'arrête. Donc c'est un problème environnemental qui va se poser à un moment donné, mais qui ensuite va se résoudre assez rapidement. Et pourtant, ce tourisme et environnement, on sait qu'aujourd'hui, c'est la problématique principale. Oui, tout à fait. Mais là, on parle beaucoup des lieux, mais il y a également la question du transport en amont. Le surtourisme, ce n'est pas que la question d'une surfréquentation locale, c'est aussi comment on arrive sur ce lieu, et notamment la problématique du transport aérien et ses effets sur le réchauffement climatique. Oui, tout à l'heure, d'où ma question, est-ce qu'il faut limiter et imposer un quota de CO2 ? Il y a des philosophes qui vous le disent, des sociologues qui disent il faut arrêter le tourisme, en tous les cas le limiter drastiquement en donnant à chacun une limitation dans ses déplacements. Oui, si on prend par exemple... C'est une vision de bobo, vous allez peut-être me dire. Non, mais si on prend par exemple le cas de la France, il y a 10% des touristes qui représentent en gros 60% des émissions de CO2 touristiques. C'est les 10% les plus riches qui multiplient les voyages, et notamment les voyages longue distance. Alors ça peut passer aussi par une régulation de la durée, c'est-à-dire que, évidemment, un week-end à Rio de Janeiro, en termes d'émissions de CO2, c'est pas le top, quoi. Donc il vaut mieux aller passer 1 mois au Brésil en continu. Donc c'est pas qu'une question de nombre de voyages,
c'est aussi une question de durée de voyage, c'est assez sensible. 10% pour 60%. Pour 60% des émissions, parce qu'ils multiplient les voyages et c'est la distance également qui compte, il n'y a pas que le nombre de voyages. Philippe Damel, il y a aussi aujourd'hui une entreprise qui est symbole de ça, c'est Airbnb. Aujourd'hui, on voit bien que ça crée aussi des problèmes dans les régions. Véritablement, beaucoup de gens se disent on ne peut plus se loger à cause de Airbnb. Il y a des capitales comme Prague aussi en Europe. Là, on voit véritablement que c'est l'impact véritablement du tourisme de masse sur le quotidien qui devient compliqué à gérer. Alors, c'est pas tant le tourisme de masse que finalement une idée vertueuse au départ qui a peut-être un petit peu passer dans autre chose. C'est-à-dire que Airbnb, c'est au départ le couchsurfing, c'est vivre comme un habitant. Donc on peut dire, voilà un touriste qui veut aller de l'avant et qui veut être comme un habitant. Donc je vais à la Barceloneta à Barcelone, je vais à Montmartre à Paris, etc. Sauf que de ça devient un phénomène où on se rend compte que bien évidemment, quand un touriste vient et loue une semaine, on ne sait pas les mêmes prix que quand vous louez un appartement un mois à Paris pour un locataire parisien. Donc là, on voit bien comment des propriétaires peuvent valoriser leurs biens immobiliers. Et là, c'est bien le rôle des habitants dans la transformation de l'offre. Et puis l'autre problème aussi, qu'on crée du surtourisme. Et pourquoi il y a ce sentiment de surtourisme? Pour moi, il y a deux éléments qui expliquent le surtourisme. Un, là où il y avait une saisonnalité très marquée de la pratique touristique, avec la mondialisation, cette saisonnalité a beaucoup évolué. Et même dans nos pratiques touristiques, nous-mêmes, nous partons en vacances, pas forcément en juillet et août, on part sur d'autres époques de l'année. Donc il y a du tourisme tout le temps. Alors qu'avant, c'était que la saison. Et les gens qui habitent dans les lieux touristiques acceptaient ce partage du lieu sur une saison. Là, c'est le partage sur toute l'année. C'est plus tout à fait la même chose. Et puis l'Airbnb, là où ça pose un vrai problème, c'est qu'avant, quand les gens sont logés, ils sont logés dans une maison, ils sont logés dans un hôtel, ils sont logés dans un camping, ils sont logés dans des lieux pour accueillir des touristes. Le Airbnb, c'est votre voisin. Votre voisin de palier devient un touriste. Et le mode de vie d'un touriste n'est pas le mode de vie d'un habitant. Quand je suis touriste, je ne vis pas tout à fait que comme je suis à la maison pour aller bosser, etc. Et là, vous avez des éléments qui créent de la tension, qui créent des conflits et qui expliquent cette idée de surtourisme. Il n'y en a pas forcément beaucoup plus, et peut-être, en effet, il faudrait regarder les chiffres. Enfin... les chiffres, on les a. On voit que le Airbnb, c'est... Ah oui, ça pointe. Ouais, ça a pointé. En fait, pour la première fois en 2019, les locations en fait, sur Airbnb, toutes les plateformes type Abritel, etc., ont dépassé en nombre de nuitées touristiques les nuitées hôtelières. C'est la première fois en 2019 que, voilà, on voit bien que toutes ces plateformes ont quand même un impact sur le tourisme. Ça, c'est un impact. Ce que je veux dire, c'est sur la croissance totale ou l'évolution totale de la croissance. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des millions et des millions de gens en plus, mais il y a eu des manières de faire qui sont différentes et dans des temporalités différentes. Et ça vous change la donne de la cohabitation. Est-ce que l'avenir, alors pour limiter ce surtourisme, c'est plutôt les répliques, comme on peut voir, on a vu la grotte Chauvet ou la grotte Lascaux, est-ce qu'on peut voir une réplique de l'Acropole, ou même peut-être dans le métaverse, peut-être plus tard, dont on va voyager depuis chez soi? Oui, il y a quelques années, certains défendaient le fait de faire du tourisme à travers des vidéos VHS, de regarder Venise il y a très longtemps sur son magnétoscope plutôt que d'y aller. On est simplement sur un perfectionnement technologique de ce principe à travers la 3D. Sur les répliques, en effet, mais c'est très, comment dire, c'est marginal. C'est sur des zones qui posent des problèmes de conservation du patrimoine. Je ne sais pas si, par exemple, Notre-Dame de Paris, on pourrait concevoir une réplique de Notre-Dame de Paris sur le parvis. Écoutez, c'est peut-être possible. Pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, l'avenir, nous réserve beaucoup de surprises. Merci, en tout cas, à vous trois d'être passés par 28 minutes. Dans un instant, avec Victor de Quiver et Marie Bonisseau, nous nous intéresserons à l'histoire de la fertilité masculine. Et oui, qualité. Avant de nous rendre aux États-Unis, où l'Académie des Oscars a mis 50 ans à présenter ses excuses à la communauté amérindienne. Mais avant ça, retrouvons Mathieu Conquet. Chaque soir, il perce les secrets d'un grand tube. Ce soir, une musique qui appelle au combat. Alors, il faut choisir son camp, le bien, le mal, ou alors se laisser bercer au son du reggae par des vapeurs d'herbe qui rendent nigo. Dans cette chanson, rien n'est incompatible. À la loupe, Willie Williams, Armageddon Time. À la loupe aujourd'hui, la guerre par le son. En 1979, en Jamaïque, un certain Willie Williams publie Armageddon Time, comprenez, le temps de l'Armageddon. Produit par le pape du reggae Clement Coxsone Dodd, le morceau connaît un succès immédiat. Le groupe anglais The Clash s'en empare sur la face B de London Calling. Et les Clash ne sont pas les seuls. On trouve des tas de versions et reprises différentes. Pourtant, la musique de Willie Williams n'est pas originale.
Son producteur, Coxon Dodd, recycle en fait un morceau enregistré presque 10 ans plus tôt. Le succès de Willie Williams va faire de sa base rythmique son Riddim, l'un des plus célèbres de toute l'histoire du reggae, repris à toutes les sauces depuis plus de 40 ans. Jusqu'en France, dans les années 90. Spectateur, amateur, y a-t-il une place pour moi sur le podium? Outre la musique, ce sont les mots et l'image de l'Armageddon empruntés à l'Apocalypse qui vont résonner partout. Chez le rappeur KRS-One, comme chez les Fujis. Dans la Bible, l'Armageddon est le lieu de la destruction finale, le moment de l'ultime combat. Willie Williams vous prépare donc à la guerre par l'esprit et vérifie l'adage cher à Claude MC, qui sème le vent, récolte le tempo. Qui sème le vent, récolte le tempo. Merci Mathieu Conquet et eux qui sèment le vent, récoltent la chronique forcément avec eux. Victor Desquiver, Marie Bonisso, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors on commence avec vous Victor et ce soir alors vous faites lanceur d'alerte, un petit peu on peut dire ça puisque vous nous le dites, notre sperme se détériore. Oui, les études se succèdent, Jean-Mathieu. Ouais. Le résultat est toujours le même. La fertilité masculine baisse dangereusement. En 40 ans, la densité en spermatozoïdes a diminué de moitié, au point d'inquiéter les scientifiques sur la survie à long terme de l'espèce humaine. Alors, quelles sont les causes possibles? L'exposition aux pesticides, aux perturbateurs endocriniens, le tabac, voire l'obésité. Mais depuis peu, une découverte agite le milieu scientifique, la présence dans le sperme de microbes. Alors, certains d'entre eux contribueraient à la qualité des spermatozoïdes, d'autres, au contraire, iraient jusqu'à les immobiliser. Mais si seulement les scientifiques parvenaient à cultiver les uns tout en réduisant les autres, cela pourrait révolutionner le traitement de l'infertilité. Alors, c'est pas quand même non plus la première fois dans l'histoire qu'on s'inquiète d'une baisse de la fertilité. Non, cette inquiétude date du XVIIe siècle, lorsqu'un scientifique néerlandais croit apercevoir au microscope de minuscules petits animaux semblables à des vers, ce qu'on appelle aujourd'hui les spermatozoïdes. Seulement, à l'époque, on est convaincu que dans chaque spermatozoïde, il y a déjà un être humain tout entier formé. On comprendra plus tard que la mère apporte aussi une partie du patrimoine génétique, et surtout que les organes se forment au fur et à mesure. Mais cette découverte des spermatozoïdes s'accompagne d'une autre frayeur, celle de la masturbation. Et oui, si chaque spermatozoïde contient un être entier humain, alors il ne faut pas les gâcher. Surtout si on pense, comme certains, à la fin du XVIIe siècle, que chaque homme possède un nombre limité de spermatozoïdes dans une vie. Et donc c'est à partir de cette époque qu'on réprime la masturbation. Alors la religion condamne déjà le péché de répandre sur le sol la semence divine, comme le fait le personnage biblique d'Onan dans la Genèse, mais c'est la science qui en réalité va faire de l'onanisme un vrai danger à combattre. En 1769, par exemple, le célèbre docteur Tissot publie une dissertation sur les maladies produites par la masturbation. Petit inventaire, comme ça. L'onanisme rendrait les jeunes hommes pâles, efféminés, engourdis, paresseux, lâches et même stupides. Ce qui n'est pas tout à fait faux, avouons-le. Mais selon d'autres médecins de cette époque, les hommes souffriraient aussi de saignements, de paralysie, de déformation de la verge, Jean-Mathieu, oui, de mélancolie. La science ne se ravisera vraiment qu'au début du XXe siècle, lorsqu'elle découvre notamment que le corps d'un seul homme, comme celui de Benjamin, par exemple, vous, Benjamin, vous produisez chaque jour plus de 100 millions de spermatozoïdes. Bravo, Benjamin. Merci, bravo, et c'est grâce à cette découverte que la peur de la stérilité masculine s'estompe, enfin jusqu'à aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Victor. Ah non, c'est une belle chronique, formidable. Marie, on passe à vous. Alors ce soir, vous nous emmenez à Hollywood, qui a fait son mea culpa tardif à une activiste amérindienne. Oui, c'est des excuses qui ont mis 50 ans à arriver, comme quoi il ne faut jamais désespérer. Cette semaine, la vénérable Académie des Oscars a demandé officiellement pardon à Sachin Little Feather, une femme qui a 75 ans aujourd'hui et qui a passé toute sa vie à se battre pour les droits des Amérindiens. Et c'est elle qui a provoqué le tout premier scandale politique de l'histoire de la cérémonie des Oscars. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui,
c'est presque devenu un passage obligé. On est habitué à avoir un Leonardo DiCaprio dénoncer le réchauffement climatique en allant chercher sa statuette, ou un Michael Moore dénoncer la guerre en Irak, ou alors un Richard Gere qui avait défendu le peuple tibétain. Mais à l'époque, en ce 27 mars 1973, quand Marlon Brando décide de refuser de monter sur scène, alors qu'on lui avait attribué l'Oscar du meilleur acteur pour Vito Corleone dans Le Parrain, et qu'il envoie à sa place une jeune inconnue, Sachin Little Feather, fille d'Apache, qui n'a absolument rien à voir avec Le Parrain, mais qui tient dans ses mains 8 pages, un texte signé et écrit par Brando, qui a décidé de dénoncer, je cite, l'image dégradée de l'Indien au cinéma, qu'on décrit dans nos films comme sauvage, hostile et diabolique. Et bien à cette époque, Hollywood n'a jamais vu ça. Dans l'Assemblée, on entend des huées, des boos qui s'élèvent. En coulisses, il faudra 6 agents de sécurité pour retenir John Wayne, qui voulait débarquer sur scène et arracher son micro à l'impudente Sachin, dont se moquera d'ailleurs quelques minutes plus tard un certain Clint Eastwood, qui ironisera en se demandant au micro s'il doit lui à son tour parler au nom de tous les cow-boys tués dans les westerns de John Ford. Des années plus tard, Sachin se souviendra aussi d'avoir vu ce soir-là des gens mimer le tomahawk dans l'Assemblée. C'est fin. Et puis elle reste persuadée que si sa carrière d'actrice n'a jamais décollé, c'est parce qu'elle fut blacklistée par les studios d'Hollywood. Son ami Marlon Brando, très engagé dans la lutte pour les droits civiques des Noirs américains, des Amérindiens, a lui totalement réussi son coup médiatique, puisque la cérémonie est diffusée en direct devant 85 millions de téléspectateurs et l'image est restée gravée dans la mémoire de tous les Américains, encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'un demi-siècle plus tard, l'Académie des Oscars, accusée d'être trop blanc, vous savez, vous connaissez peut-être ce hashtag Oscar so white, veut maintenant prouver qu'elle a réussi à faire son grand ménage interne. D'ailleurs, pour 2024, les candidats à la récompense suprême, le meilleur film, devront remplir des nouveaux critères de diversité, comme par exemple avoir 30% des seconds rôles attribués à des minorités. Quand Sachin Little Feather, elle a accepté les excuses assez inattendues en disant « Nous, les Indiens, nous sommes des gens très patients. Après tout, ça ne fait que 50 ans. » Et oui, voilà, toujours un peu d'humour. Merci beaucoup, Marie. Merci, mes amis. À suivre sur Arte, l'excellent Ma vie avec Liberace. Michael Douglas interprète le kitschissime pianiste américain fantasque et romanesque. C'est à voir sans faute. Nous, bien sûr, on se retrouve demain, 20h05. Tchuss.